Tout le monde connaît la saga Harry Potter. Que ce soit en livre ou sur grand écran, la saga a toujours fait parler. 7 tomes pour 8 films. 7 aventures magiques sans pareil au monde. Évidemment, les fans ont des préférences. Certains préfèrent tel volume, d'autres vont préférer celui-ci, d'autres celui-là. Et c'est évidemment pareil au niveau des films. On a tous des préférences et c'est normal. Même moi, j'en ai des préférences. Et ouais, c'est étonnant, hein. Et j'aimerais vous les partager. Mais alors attention, ici, je vais parler que des films. Absolument pas des livres. Surtout que si vous avez vu ma vidéo sur Hogwarts Legacy, vous connaissez la terrible vérité. Mais enfin, c'est pas grave, allons-y. Tu veux connaître mon top? Hey yo, c'est Arcane. Bienvenue la populace. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs films de Harry Potter. Alors évidemment un petit mot avant quand même, mais évidemment c'est juste pour dire que ce top n'engage que moi. Je suis pas un pro du cinéma ni un cinéphile, c'est mon appréciation personnelle, vous pouvez être d'accord ou pas d'ailleurs. Mais sachez que j'ai eu énormément de mal à faire ce classement, à part la première place dont je suis sûr, le reste ça peut changer tout le temps. Enfin quand je dis ça peut changer, c'est par exemple entre la 2e et la 3e place, pas entre la 2e et la 8e place. Enfin vous avez compris quoi, bon allez let's go, maintenant on commence le top. Et nous retrouvons à la 8e place de ce classement, c'est-à-dire la dernière place, Harry Potter à l'école des sorciers. Alors je précise quand même avant que vous me tombiez dessus, quand je dis qu'il est à la dernière place, ça veut pas dire que je l'aime pas, ça veut dire que c'est celui que j'aime le moins. Mais je l'aime quand même, donc tranquille, on se détend. Commençons donc par ce que j'aime dans le film avant de vous dire ce que j'aime pas. Eh bien c'est la toute première aventure, on découvre la magie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Harry Potter lui-même ayant été privé de la connaissance du monde des sorciers, et étant donné qu'il est le personnage principal de son propre film, lol, eh bien c'est lui qu'on suit, donc la narration de l'histoire se passe à travers lui. Et c'est là un gros point fort de l'histoire, c'est qu'on découvre la magie en même temps qu'Harry Potter. On est tout aussi perdu que lui quand Hagrid lui tend son billet de train pour aller à Poudlard et qu'il est indiqué qu'il doit se rendre voie numéro 9 3/4. Londres-Poudlard, voie numéro 9 3/4. On ne comprend pas non plus comment ça se fait que des gens puissent passer à travers un mur. D'ailleurs, j'ai jamais compris comment ça se fait que les Moldus n'ont jamais vu de sorciers passer à travers le mur. Enfin, c'est complètement bizarre ça, mais bref. J'imagine que c'est expliqué dans les livres, mais encore une fois, si vous avez vu mon incroyable vidéo sur Hogwarts Legacy, vous connaissez l'immonde vérité. Enfin bref, passons. Ce qui est fort aussi, c'est pas que la découverte de la magie, mais également la fame d'Harry Potter. On est dans la première histoire. On commence le film avec un jeune garçon qui vit des horreurs sous un escalier. On sait déjà qu'on va vivre dans un univers magique, mais on sait pas encore de quelle nature. On sait aussi qu'il allait être célèbre puisque Minerva McGonagall le dit à Albus Dumbledore au tout début du film. Mais bon sang de bonsoir, on ignore pourquoi. Et donc on découvre tout en même temps qu'Harry Potter, et ça c'est fort. En fait, je trouve que la grande réussite de ce film, c'est le fait que Harry Potter soit la personnification du spectateur qui souffre du syndrome du héros principal. Et en général, lorsqu'on est plongé dans un film, on se sent toujours proche du héros. Donc sur ce point-là, c'est une grande réussite. Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire, tout le monde la connaît, que ce soit en livre ou en film. Mais voilà, on apprend des choses sur le passé de Harry sans trop savoir aussi pourquoi ci, pourquoi ça. Par exemple, comment ça se fait que Harry parle avec un serpent? On comprend pas encore pourquoi. Mais on se dit que peut-être c'est normal, c'est un sorcier et que les sorciers savent parler avec les serpents. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Sinon, autre chose que j'ai aimé dans ce film, c'est la magie de la scène du Quidditch. Vous savez, on a tous des caricatures de sorciers avec un grand chapeau, un balai, ils se baladent dans des bois sans feuilles. Et comme par hasard, avec une météo parfaite puisqu'on voit la lune briller à la perfection. Mais justement, le Quidditch, cette scène magique de balai, vient complètement casser cette caricature. Là, on est sur un événement sportif, c'est donc du sport réservé aux sorciers. On découvre les règles en même temps que Harry, comme on découvre tout en fait en même temps que Harry. Et on assiste à un match de la plus belle des manières, puisque déjà on commence sur le classico Gryffondor-Serpentard. Et en plus, Harry chope le vif d'or avec un flot titanesque. Voilà, et un autre point que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs ce sera le dernier que je vais énumérer, c'est le fait qu'on assiste à la formation du Golden Trio. Au début on est content, Harry se fait un pote directement dans le train, c'est cool, il est pas tout seul. Et après il y a la rencontre avec Hermione, on n'est pas trop sûr de si on est d'accord avec Ron ou pas quant au fait qu'elle est casse-couille ou non. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on finit par s'attacher à elle et voilà, le Golden Trio est formé. Voilà, bon maintenant pourquoi est-ce que je mets ce film si bas dans le classement? C'est pour une raison très simple. Alors c'est tout à fait normal, les héros sont encore tout jeunes et Harry Potter se veut toucher un public large même pour les enfants. Donc je comprends, il n'y a pas de souci, mais moi justement ce qui me gêne c'est ce côté un peu enfantin. Et c'est d'autant plus vrai quand tu connais toute l'histoire de Harry Potter jusqu'à la fin, je veux dire. J'aurais aimé que même pour des enfants, ce film se veuille d'une certaine maturité. Par exemple lors du combat contre le troll ou le combat
combat contre Quirrell. J'aurais aimé ressentir plus de tension et d'inquiétude lors du combat contre le troll par exemple. Et j'aurais aimé que le professeur Quirrell et Lord Voldemort soient un peu plus horrifiques que ça. Un peu comme Voldemort dans la forêt interdite, ça c'était pas mal. Nous voilà maintenant à la 7ème place, Harry Potter et les reliques de la mort. Partie 1. Alors je sais que ça fait contresens avec ce que je viens de vous dire concernant la maturité du film. Puisqu'on gagnait en maturité au fur et à mesure des films, celui-là devrait être le plus mature de tous. Et devinez quoi? Bah justement j'aime beaucoup, c'est justement un des gros points forts du film. Dans ce 7ème volet on sent la tension. Le Golden Trio est en cavale et il faut absolument qu'il ne fasse aucune erreur. Puis il y a tout l'aspect psychologique aussi, même si le Horcrux a beaucoup aidé, Ron a fini par craquer. Hermione quant à elle a décidé de se baser sur sa raison plutôt que sur ses sentiments. De ce fait elle est restée avec Harry. Puis quant à ce dernier, on sent que même s'il est accompagné par Hermione et par Ron pendant quand même une immense partie du film, ben on ressent sa solitude. On sent bien que psychologiquement il se sent vraiment à part de tout le monde. La colorimétrie du film montre bien qu'on est dans une ambiance très sombre. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette première partie, c'est aussi le développement du lore. On commence à en apprendre plus sur le passé de Dumbledore. On apprend également l'existence des reliques de la mort dont on connaissait déjà au moins une d'entre elles. D'ailleurs je tiens à souligner l'incroyable animation du conte des trois frères que Hermione raconte chez Xenophilus Lovegood. On se sent vraiment plongé dans le récit, déjà qu'on était plongé dans le film, et ça c'est fort. Maintenant que vous allez me taper dessus parce que vous allez pas comprendre pourquoi, je viens de dire l'inverse il y a pas 30 secondes de ça, donc je comprendrais que vous ayez envie de me taper, mais moi j'ai vraiment mis du temps à rentrer dans ce film pour de vrai. Je le trouve long, le développement du lore c'est cool, mais il y a que ça en fait dans le film. Je me souviens la sensation que j'ai eue la première fois que je l'ai vu, je me suis dit oula putain qu'est-ce que c'est que ce bordel, il s'est rien passé dans ce film. Sachant qu'il ne trouve qu'un seul Horcrux, 2h30 ça fait long. Il y a plein de scènes sympas comme Voldemort avec Grindelwald ou Ron qui détruit le Horcrux, mais elles sont trop peu et trop courtes. Il y a un manque de réelle action, et par action je veux dire des choses marquantes dans le film. Après je dis pas, hein, c'est la cavale, c'est comme ça, mais j'ai l'impression que certaines scènes de vie sont un peu trop longues. Comme par exemple quand Ron ne peut pas transplaner et qu'on les voit traverser plusieurs paysages, c'est un peu long comme séquence. J'enchaîne tout de suite avec la 6ème place qui n'est autre que Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. C'est la continuité du 1, donc forcément j'allais pas trop les éloigner dans le classement. Mais enfin voilà, les avantages et les problèmes de ce film sont inversés par rapport au précédent. En ce qui concerne les avantages, fatalement il y a de l'action cette fois-ci, et il y en a même tellement que ça fait courir tout le monde dans tous les sens, donc ça c'est cool. Mais à défaut il y a beaucoup moins de développement du lore. En fait même de mémoire là comme ça tout de suite, à part le moment avec Aberforth Dumbledore ou la célèbre scène des souvenirs de Severus Rogue, j'en vois pas trop. Et attention, je parle encore une fois des films, pas des livres. Par exemple le défaut du plan, là où Lord Voldemort meurt, l'adaptation est complètement ratée, et moi j'aurais aimé qu'ils mettent celle du livre plutôt que celle qu'ils ont mis. Outre l'aspect psychologique, ça développe le lore au niveau de la baguette de Suro par exemple. Et j'aurais bien aimé qu'on m'explique par exemple pourquoi la baguette de Suro a marché dans la forêt interdite. Ensuite elle est pas censée fonctionner dans Poudlard, donc il y a quelque chose qui va vraiment pas dans ce film. En plus dans ce volet il a pas utilisé la cape d'invisibilité, ce qui fait que c'est comme s'il avait pas utilisé toutes les reliques de la mort, c'est bizarre. Alors là on a l'impression que la partie 2 je la descends plus que la partie 1. Et en vrai c'est pas qu'une impression, c'est la réalité. Seulement les meilleurs moments de la partie 2 sont bien meilleurs que les meilleurs moments de la partie 1. Et même s'ils se sont crus dans Dragon Ball à nous faire un Kamehameha de Voldemort contre un Kamehameha de Harry Potter à la Gohan et Cell, bah il y a quand même des scènes comme les souvenirs de Rogue, et ça c'est incroyable. Le fait qu'un perso qui était tant détesté par les fans devienne d'un coup l'un des personnages préférés, c'est fort. Après personnellement je kiffais déjà Rogue, mais bon c'est pas une compétition donc tranquille. Un moment d'anthologie est sublimé par les effets du cinéma. Nous voici maintenant à la 5ème place avec Harry Potter et la coupe de feu. Oh sûrement pas mon vieux. Ah je sais que celui-là il va en énerver plus d'un. Tu es vraiment con, tu le sais ça? J'ai entendu cette théorie comme quoi la coupe de feu serait le préféré de pas mal d'entre vous. Cependant ce n'est pas mon cas. Et dites-vous il y avait même un moment où c'était l'avant-dernier de mon classement, donc bon. Il revient de loin. Mais je m'explique. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce film c'est la fin. Tout ce qui se passe jusqu'à la fin, à partir du moment où ils arrivent dans le cimetière, c'est masterclass. Après évidemment il y a d'autres scènes qui sont bien. Je suis pas en train de vous dire qu'il y a que la fin qui est bonne. Mais bon moi je sais pas, Victor Crumb je trouve nul à chier. Fleur de la cour... Il y a que Cédric Diggory qui m'inspire de la sympathie dans ses champions. Je kiffe Maugrey Folleuil, enfin le faux Maugrey Folleuil. Donc je dis pas, hein, il y a des trucs bien dans le film. Notamment la découverte de la pancine et Harry qui se retrouve dans les souvenirs de Dumbledore. Mais sinon moi ce que j'aime pas c'est les épreuves de la coupe de feu. À part celle contre le Magyar à pointe, ça j'avoue c'était stylé. Mais les deux autres, je les ai pas trouvées palpitantes, elles m'ont fait un peu chier. Le bal de Noël, alors là, oh là là, c'était long ça. Ah, vous allez me dire que je suis aigri, mais je déteste ce genre d'événement de merde, ça me dégoûte. Voir tous ces gens faire la fête...
Oh, ça me dégoûte. La résolution des énigmes aussi. J'ai trouvé la scène où Harry emmène son œuf dans la salle de bain des préfets nul à chier. En fait, plus on monte dans le classement, plus vous avez l'impression que je les déteste, mais alors que pas du tout. Je vous l'ai dit, c'est une appréciation personnelle, et franchement, ce qui se passe à la fin du film 4, c'est incroyable. La renaissance de Lord Voldemort, le plus grand mage noir de tous les temps. Le Priori Incantatum, quelle scène de malade mental. On ressent toute la magie de cette séquence, c'est vraiment fabuleux. Surtout que je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais ça disait que Harry Potter et Lord Voldemort iraient dans des recoins encore inexplorés de la magie. Bon, le Priori Incantatum, c'est un effet connu, donc ça a déjà dû arriver par le passé. Mais même si ça n'a pas été précisé, il me semble que c'est aussi à ce moment-là que les deux baguettes s'échangent leurs données et qu'elles deviennent anti l'autre. Que genre en gros la baguette de Harry c'est une baguette anti-Voldemort et la baguette Voldemort c'est une baguette anti-Harry. Et que donc les deux ensemble ça s'annule. Et si l'un prend une autre baguette il est sûr de perdre, comme ça a été le cas avec celle de Lucius Malfoy dans Harry Potter 7. Et que c'est pour ça que Voldemort voulait la baguette de Suro pour compenser cet effet. Mais tout ça c'est des trucs qui sont dans le livre et pas dans les films et ça c'est bien dommage. Mais bref, pour revenir au Priori Incantatum, la séquence est folle. Puis le moment où le faux Maugrey Folloy est en fait Barty Croughton Jr. aussi, c'était vraiment stylé. Et puis la tristesse de la mort de Cédric. C'est la première fois dans un film Harry Potter qu'on voit quelqu'un mourir. Ce qui fait que maintenant on peut tous voir des sombrales. Mais enfin voilà, blague à part, ce que je voulais dire c'est que comme c'est la première fois qu'on voit quelqu'un mourir, et bien à ce moment-là c'est l'escalade, l'histoire d'Harry Potter devient de plus en plus sombre. Et croyez-moi, c'est pas pour me déplaire, j'adore ça. On continue maintenant avec la 4e place qui n'est autre que Harry Potter et le prince de sang mêlé. J'ai vraiment adoré ce film. Extrêmement mature, on sent déjà l'ombre de la menace planer sur le monde. Des révélations à tout bout de champ. Dumbledore fait complètement l'inverse de ce qu'il faisait dans le 5 en ignorant Harry, puisque là il ne l'ignore plus du tout, au contraire même. Il le prend sous son aile et lui fait même vivre des aventures qu'il n'est pas censé vivre pour un gosse de 16 ans. En effet, la chasse aux Horcruxes n'est pas un truc qu'on fait tous quand on va à l'école. Mais bien que ce film ait une ambiance sombre et qu'on connaisse la menace qui pèse sur nos héros, c'est étrangement je trouve le volet le plus humoristique de la saga. On voit nos héros qui s'amusent, le professeur Slughorn est un peu marrant. Non, vraiment c'est fun. Et puis sinon, outre la chasse aux Horcruxes, il y a d'abord la chasse aux souvenirs. Les souvenirs qui concernent un même individu, Voldemort. Ou comme il s'appelait alors, Tom Jedusor. On en voit des choses et c'est vraiment sympa. Après il y a un truc qui me déçoit évidemment dans ce film et j'imagine que pour ceux qui ont lu les livres c'est pareil pour vous. Mais il paraît que l'adaptation n'est pas si bien réussie que ça. Trop peu de souvenirs de Voldemort qui sont beaucoup plus nombreux dans le livre. C'est vrai que ça c'est bien dommage. Puis n'oublions pas le titre, le prince de sang mêlé. Tout au long du film, du moins jusqu'à une énorme bourde de sa part, Harry est complètement fasciné par son manuel de potions qu'il a trouvé en cours de potions, lol. Car celui-ci comporte des notes qui améliorent considérablement les recettes de potions et en plus inclut des sortilèges qui sont plus terrifiants les uns que les autres. Et après la mort de Dumbledore, qui est évidemment une immense surprise à laquelle on ne s'attendait pas si jamais on n'a pas lu les livres, Harry, qui se sent déjà coupable de ne pas avoir intervenu pour sauver Dumbledore, finit par se rendre compte que l'homme qu'il a tant détesté et qui a tué l'homme qu'il a tant aimé est en fait l'homme qu'il a beaucoup admiré pendant toute cette année. Je trouve ça très fort. Alors bien que pas à la hauteur du livre, ce film reste quand même magnifique je trouve. D'autant plus qu'il met en scène de la très belle magie avec Dumbledore qui invoque un feu au niveau des petites créatures là où il y avait l'Horcrux. La scène était vraiment très belle. C'est incroyable ce que ce vieil homme est capable de faire, surtout quand on sait qu'il était en train de boire une potion qui lui faisait souffrir un truc de ouf. Nous voici à présent dans le podium des 3 sorciers. Qui donc l'emportera? On voit ça tout de suite après cette page de publicité. Les gars, j'ai fait d'autres tops, j'ai fait d'autres vidéos, franchement allez les voir et donnez de la force s'il vous plaît, merci beaucoup. Je suis une petite chaîne YouTube, je galère de ouf, donc donnez de la force s'il vous plaît, merci. Voilà, fin de la pub, allez on rentre directement dans le vif du sujet avec la 3e place, la médaille de bronze. Et là je vous préviens, des fois j'intervertis beaucoup entre la 2e place et la 3e place, mais bon, je vais mettre la vie que j'ai le plus eu dans ma vie. Et la 3e place revient à Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est simple, ce film m'a marqué pour une grande raison, ce sont les détraqueurs. Je trouve l'invention de ces êtres absolument magique. Bon, force à J.K. Rowling qui a eu cette idée lors de sa dépression suite à son divorce avec son mari, mais franchement les détraqueurs c'était une super idée. Ils sont la personnification de la peur et je trouve ça magnifique. Merci à J.K. Rowling et à Chris 10 pour cette masterclass. Et Chris 10 étant le mage noir qui aurait créé Azkaban ainsi que les détraqueurs. Bon, ça c'est du spéculatif, on s'en fout. Toujours est-il que ce film est incroyable puisque pendant un long moment on croit que le prisonnier d'Azkaban est un méchant qu'il faut absolument tuer. Sauf que retournement de situation, ce n'est pas le cas, il n'est pas l'ennemi d'Harry, bien au contraire même, il en est même l'allié. Et Croutard qui passait pour un animal complètement lambda dans l'univers d'Harry Potter se révèle être un personnage important. C'est fou ça, à chaque volet J.K. Rowling nous a surpris. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce film c'est que la colorimétrie change et tend de plus en plus vers des couleurs froides et sombres. Et tout ça se manifeste
manifeste par la présence de détraqueurs, c'est magnifique. Mine de rien, l'histoire est courte, hein, elle raconte pas tant de choses que ça, mais il y a tellement d'action en si peu de temps et il y a tellement de révélations que c'est incroyable. Personnellement, ce film m'a matrixé. Il t'apprend plein de choses aussi, comme notamment le fait que c'est pas parce que t'es en prison que t'es coupable. Enfin, j'espère pour toi que t'as pas appris ça avec ce film. Mais ce que je veux dire, c'est que comme on est en immersion dans le film et qu'on suit maintenant Harry depuis 3 aventures, eh bien ce condamné Sirius Black, on ne l'aimait vraiment pas avant d'avoir la révélation. Et donc même si tu sais qu'un condamné peut quand même être innocent, là tu l'expérimentes dans la vraie vie d'une certaine manière. Et ça aussi c'est fort. Donc voilà pourquoi est-ce que je mets ce film à la 3e place, il le mérite amplement. Allez, il est temps de mettre fin au suspense, puisque quand vous connaîtrez cette 2e place, vous connaîtrez aussi la première. Mais donc la médaille d'argent revient à Harry Potter et l'Ordre du Phénix. J'adore ce film. Tout ce qui s'y passe est incroyable. Déjà on commence le film avec 2 détraqueurs, donc moi j'adore. Mais en plus j'aime bien ce côté personne ne croit à Harry et Dumbledore sur le retour de Lord Voldemort. Le fait que bien que le Golden Trio soit toujours formé, Harry se sente tout seul. Les jeux de connexion entre l'esprit d'Harry et celui du Seigneur des Ténèbres, c'est incroyable ça aussi. Et puis Dolores Umbridge. Oh là là là. Comme vous tous, je pense, je déteste ce personnage, mais ça veut dire à quel point c'est réussi. Puisque le but n'était pas de l'aimer mais de la détester, bah on peut dire que c'est réussi. Et puis la satisfaction que ça donne quand elle se fait capturer par les centaures, du coup c'est trop. Comme Mondingus dit dans le 7e volet, Dolores Umbridge c'est une vieille peau du ministère. Puis j'adore aussi la formation de l'armée de Dumbledore. Alors que le directeur de Poudlard ignore Harry pendant toute l'année, celui-ci continue d'admirer Dumbledore et forme une armée en son nom. Le fait que Harry devienne professeur de défense contre les forces du mal pour une poignée d'élèves, je trouve ça très fort. C'est le fait que quoi qu'on leur dise, les jeunes prennent en main leur avenir. En gros, la morale de cette histoire, c'est que la jeunesse emmerde ceux qui leur disent quoi faire. Pas de dictature de la pensée, pas de dictature tout court. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il enseigne tout ce qu'il sait et il n'abandonne personne, même pas Neville qui est complètement maladroit. Tu es un bon gars, Harry. Et quand leur armée se fait choper et qu'il est temps d'arrêter Albus Dumbledore, celui-ci disparaît de la manière la plus classe qui existe. Vraiment trop de flow. Comment ne pas kiffer Albus Dumbledore, sérieux? Vous ne l'aimez pas, monsieur le ministre, mais reconnaissez qu'il ne manque pas de style. Maintenant évidemment il n'y a pas que ça qui est génial, mais c'est beau de se dire que l'Ordre du Phénix renaît de ses cendres justement. Comme dit Sirius à Harry, c'est vous les jeunes maintenant, non? Le seul point faible de ce film, je dirais, c'est le département des mystères. Parce que je sais que dans le livre, la scène dure beaucoup plus longtemps, il se passe beaucoup plus de choses, alors que dans le film, c'est beaucoup trop court. J'aurais aimé une meilleure adaptation, mais bon, tranquille. En tout cas, après, c'est beau quand le vieux Phénix et le nouveau Phénix se battent contre les mages noirs. Je veux dire les adultes et les jeunes, quoi. Surtout le duo Sirius Black Harry Potter. Et on vit une nouvelle mort déchirante avec la mort de Sirius d'ailleurs. Mais comment parler de ce film sans évoquer le super combat entre le Seigneur des Ténèbres et Albus Dumbledore? Quelle scène de fou, c'est magnifique. Je sais que dans le livre c'est encore meilleur, mais bon, là dans le film la mise en scène est folle. Un combat dantesque de pure magie, c'est ça qui est fou. C'est pas juste des rayons les uns contre les autres, fini les Kamehameha. Mais là on est dans un match de magie pure. Et c'est d'ailleurs très dommage qu'ils se finissent aussi vite. Je dirais que le point négatif du film, le gros point négatif du film, c'est que ce film est le plus court de tous les films Harry Potter, alors que le livre est le plus gros. Et c'est bien dommage pour ceux qui n'ont pas lu les livres. Bref. Eh bien messieurs dames, il nous reste plus que la première place à attribuer. La médaille d'or revient donc sans suspense à Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est simple, c'est le film Harry Potter que j'ai le plus vu de toute ma vie. Pour vous dire la vérité, je le connais par cœur. Je pourrais faire les dialogues, les respirations, je connais tout par cœur. Je sais même parler fourche-langue, regardez. Ouais, Arcane, calme-toi. Non mais désolé, ce film m'a trop marqué. Même que dis-je, il m'a bousillé. C'est imperfect, y a rien à dire. Allez, salut, bonne journée. Non, je rigole. Non mais évidemment, j'ai que des bonnes choses à dire. J'ai presque rien de négatif à dire dessus. Je sais même pas si j'ai quelque chose de négatif à dire dessus. Parce que sachez un truc, je n'écris jamais mes vidéos. J'y vais tout le temps au feeling. Et je vous jure que là, j'essaie de trouver des critiques négatives à faire dessus, mais j'y arrive pas. Ce film est juste incroyable. C'est la perfection pour Harry Potter à mon sens. En fait, vous voyez tout ce que j'ai dit de bien pour le premier opus? Bah c'est pareil ici, on va dire. Et vous voyez toutes les critiques que j'ai faites concernant le premier opus? Bah elles existent pas ici. En plus, moi faut savoir, c'est que le serpent est un animal qui m'a toujours fasciné. Alors forcément, quand Drago Malfoy utilise un sortilège pour faire apparaître un cobra ou un basilic et qui est un serpent géant qui se balade dans les conduits de la tuyauterie, incroyable. On a la révélation de pourquoi Harry parlait au serpent dans le premier volet. Et voilà, c'est la destruction du premier Horcrux. C'est la première grosse confrontation entre Harry Potter et Lord Voldemort. Oui, parce que dans le 1, désolé, mais c'est face à Quirrell, hein, c'est pas face à une tête volante. Mais en tout cas, voilà, ce film soulève un tas de questionnements, il est mystérieux, il a tout pour lui en fait. Ah si, j'ai trouvé un point négatif à dire dessus. Quand Harry libère Dobby du joug des Malfoy, Lucius Malfoy se dirige vers Harry et commence à prononcer les mots suivants.
Non mais sérieux, t'allais vraiment tuer un gosse de 12 ans juste en face du bureau du directeur de Poudlard? Non, ça j'avoue c'était vraiment n'importe quoi. Mais il paraît que c'était une improvisation de la part de l'acteur qui connaissait que ce sortilège de nom. Bon bah ok, d'accord. On n'aurait pas pu lui en apprendre un autre, non? Bon, tranquille. Et surtout en fait par rapport au premier volet, ce que je voulais dire, c'est que certes ils sont toujours gosses et que c'est pas comme dans le 3 où la colorimétrie change et qu'on commence à avoir des couleurs obscures, mais justement par la présence de ce basilic et de la menace qui pèse sur Poudlard, le film se veut mature même pour des gosses, tu vois, et c'est ça qui est magnifique. Je me rappelle encore de ma première impression lorsque j'ai vu ce film quand j'étais petit, et ben au premier visionnage, sachez que j'ai eu peur. Les serpents commençaient à me terroriser, sauf que ça a pas duré longtemps puisqu'au deuxième visionnage j'étais déjà fou d'eux. Et encore aujourd'hui quand je vois un serpent, j'essaie de lui parler fourche-langue. Ah ouais, je vous dis, ce film il m'a bousillé. Bon et bien voilà, ce top est terminé. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, vous êtes des boss. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon classement ou quel est le vôtre. Franchement ça m'intéresse, j'aimerais bien connaître vos arguments aussi. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitch, Twitter, Insta, TikTok, Arcane750XV. Venez, on va bâtir une immense communauté, ça va être marrant. Pour ceux qui kiffent ce que je fais, allez checker mes autres vidéos, il y a même d'autres tops et il y en a d'autres qui arriveront bientôt. Voilà, merci à vous tous et en tout cas d'ici là on se recapte pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao, bye bye. Nicolas Flamel est le seul à avoir fabriqué la pierre philosophale. La quoi? La pierre philosophale. La quoi? La pierre philosophale. La quoi?